Bonjour. Donc c'est vrai que j'espère ne pas plus glacer la salle. Donc il y avait une chaude ambiance pour Martine. Pour moi, c'est vrai que le sujet est un peu plus sensible. Donc je vais vous parler du RGPD et des cookies, sachant que ce sera uniquement un retour d'expérience sur ce qui a été fait au sein de la cellule TIS de l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc c'est l'USTIS qui s'appelle le pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique et dans lequel je suis ingénieur pour l'enseignement numérique. Donc RGPD, on va parler de données personnelles. Donc ces données personnelles sont des informations qui permettent d'identifier les individus ou de les rendre identifiables. On va aussi parler de cookies, parce qu'a priori, les cookies, c'est ces fichiers texte qui s'installent sur vos ordinateurs quand vous surfez sur Internet via votre navigateur. Mais ces fichiers texte, en fait, peuvent contenir beaucoup d'informations, dont des informations personnelles. Donc, comment on va procéder? C'est pas grave. Oups, c'est de ma faute en plus. Donc, comment on va procéder? Je vais vous donner un petit peu le contexte dans lequel on a travaillé. Et puis ensuite, je vous présenterai les différentes étapes par lesquelles on est passé. Je ne sais pas. Ou pas, sinon. Donc, cet retour d'expérience, et ce que je vous disais, il a été fait au sein de l'université Jean Moulin Lyon 3. Donc, je vous ai mis quelques données chiffrées pour que vous vous rendiez compte un peu de la masse que ça représente au sein de notre université. Donc, c'est un peu plus de 650 enseignants, un peu plus de 2200 vacataires et un peu plus de 29 000 étudiants. Au sein de cette université, donc, on a Moodle en version 3.5. Donc, c'est pour ça que ce que je vais dire, il faut aussi le relativiser. Apparemment, il y a eu des avancées. Et puis, on a un Mara en version 18.10. Donc là aussi, à voir, vu qu'il y a eu des évolutions. Jusqu'à présent, l'utilisateur se connectait à Moodle et pouvait se connecter aussi de manière indépendante à Mahara. Par contre, nous, quand on a lancé notre réflexion sur la mise en conformité de Moodle et de Mahara par rapport au RGPD, on est allé dans l'optique, en fait, déjà, parce que ça va se faire à partir de septembre, de lier Moodle et Mahara via une connexion Mnet. Donc, on est allé sur ce schéma-là. L'utilisateur, aujourd'hui, va se connecter à Moodle et il va être authentifié via le CAS qui va en fait taper dans l'URL d'app. Donc, ça, c'est un schéma assez classique. Et donc, avec une connexion Mnet vers Mahara. Donc, cette infrastructure, elle est importante pour voir un petit peu après comment vont être gérés les droits et du coup, la mise en conformité avec le RGPD. Donc, on y vient. Le RGPD, c'est un truc qu'on entend beaucoup parler depuis quelques temps. C'est ce règlement général sur la protection des données, donc qui date de 2016, mais il est entré en vigueur il y a un peu plus d'1 an. Donc, ce texte, on va devoir l'appliquer. Je ne vais pas vous rentrer trop dans le détail. Il y a eu une intervention dessus l'année dernière, Diane Bergeau, donc je vous ai remis le lien vers son support. Ce texte, c'est le texte qui existe au niveau européen. En France, alors là, ça va être un petit peu chauvin, désolé pour les non-français. On applique la loi aussi informatique et liberté, qui a été depuis mise à jour, donc en 2019. Cette loi, elle date de 2018, mais elle a été mise à jour. L'autre texte dont je vais vous parler un petit peu, et pour le coup, on en entend un peu moins parler, c'est la directive vie privée et communication électronique. On entend parler aussi sous le nom de directive e-privacy. Donc cette directive, elle est plus ancienne parce qu'elle date de 2002. Et pourtant, aujourd'hui, il faut en avoir une lecture un petit peu différente, justement, à cause du RGPD. C'est pour ça que je l'inclus dedans. Donc ce RGPD, il est applicable depuis le 25 mai 2018. Et là, je vous ai mis les différentes obligations qui reposent sur la structure qui gère du coup des traitements de données personnelles. Donc maintenant, ça, c'est l'ensemble des obligations qui reposent sur la structure. Nous, enfin le PAPN, quand je dis nous, j'appartiens au PAPN, on est seulement le service TIS de cette structure. Donc toutes les obligations ne reposaient pas sur nous, ou en tout cas pas au même niveau. Là où on a dû vraiment intervenir, c'est sur 2 points. La protection des droits des personnes concernées par les traitements, donc les traitements faits dans Moodle et dans Mahara, et puis l'information de ces personnes sur leurs droits. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas du tout concerné par les autres obligations qui sont nécessaires dans le cadre du RGPD. Bon, concrètement, ce n'est pas nous qui avons désigné le pilote, donc le Data Protection Officer. Par contre, effectivement, ce pilote, il existe au sein de l'université. Et ce pilote, il a mis, par exemple, en place des fiches pour pouvoir, lui, établir son registre des traitements, au même titre que les autres services.
nous, on doit aussi du coup remplir ces fiches sur les traitements. De la même mesure, on doit aussi renforcer les mesures de sécurité, ou en tous les cas, le renforcement de ces mesures nous impacte, puisqu'on est forcément lié avec le responsable de la sécurité et des systèmes d'information. L'encadrement des sous-traitants, on en est aussi, je pense que là par contre on est tous concernés. On a tous rajouté certains plugins sur nos Moodle ou Mahara. Et ces plugins, par exemple, vous voulez utiliser une classe virtuelle de manière directe, vous avez des outils d'anti-plagiat sur vos plateformes. Donc tout ça, vous avez dû contracter avec d'autres personnes. Et maintenant, comme il y a une co-responsabilité, ça veut dire revoir ces contrats pour s'assurer que les garanties que vous apportez sont assurées de la même manière par vos co-contractants. Donc ensuite, l'autre obligation, c'est notifier les failles de sécurité. Là, forcément, effectivement, il faudra en référer à ceux qui doivent les gérer derrière. En tout cas, moi, ce dont je vais vous parler, c'est vraiment les deux obligations qui pèsent sur nous. C'est la protection des droits des personnes intéressées par le traitement et l'information de ces personnes. Donc, dès qu'on a commencé à s'intéresser à la mise en conformité au RGPD, on s'est déjà intéressé à qui devait intervenir, avec qui on devait travailler sur cette mise en conformité. Donc, il y a plusieurs acteurs. Le premier acteur qu'on a dû mettre dans cette boucle, et s'il est assez naturel de le mettre dans la boucle, alors j'ai mis la déléguée parce que chez nous c'est une femme, mais bon, le délégué à la protection des données personnelles. Donc ça, c'est la première personne qu'il faut mettre dans la boucle. Cette personne, donc on l'a vu dès le départ, et elle nous a dit que forcément sa priorité, c'était pas Moodle et Mahara. Sa priorité, c'était justement de tenir le registre, d'établir le registre au sein de l'université. Par contre, elle nous a donné quand même un fil conducteur. Elle nous a donné 3 informations. Donc peut-être la plus évidente, c'est que pour tout ce qui était sécurité, il fallait mettre dans la boucle le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Ça paraissait normal. La deuxième information qu'elle nous a donnée, c'était que pour Moodle et Mahara, avec un usage normal, vous savez, il y a un droit, c'est le droit au consentement. Donc normalement, quand on veut recueillir des informations personnelles sur vous, vous devez consentir au recueil de ces données. Là, il se trouve qu'on est dans une mission de service public et qu'il y a un intérêt légitime. Donc la déléguée à la protection des données nous a dit que pour nous, on pouvait s'exonérer de ce consentement. On était dans le cadre d'une exception. Au final, ça nous arrange beaucoup. Donc ça, c'était une première chose et on a bien fait d'aller la voir parce que ça nous a enlevé un certain poids. Troisième chose qu'elle nous a dit, par contre, et ça nous pose un peu problème parfois, même si c'est très légitime, elle veut à tout prix que toutes les demandes des utilisateurs sur la gestion de leurs droits passent par elle. Ça veut dire que l'utilisateur ne doit contacter qu'elle, et c'est elle ensuite qui gère, qui voit comment doivent être gérés ses droits. Ça a une grosse importance pour la suite. Ce qu'il faut voir, c'est que en même temps, c'est légitime. Ce qu'elle veut faire, c'est pouvoir tracer les échanges et puis surtout pouvoir vérifier l'identité de celui qui fait ces demandes. La troisième personne qu'on a dû mettre dans la boucle, c'était le service juridique, puisque forcément, à un moment, on va devoir modifier les mentions légales, etc. Et du coup, il fallait un accord du service juridique. À côté de ça, le PAPN était relativement libre et en tout cas devait être force de proposition sur ces sujets, puisque ce n'était pas le sujet principal pour la déléguée à la protection des données. Donc du coup, on est passé à la première étape, notre première étape, ce n'est pas une science infuse. Donc la première étape, c'est qu'on s'est dit quelles sont les données nécessaires sur Moodle et Mahara. Donc là, j'ai commencé sur Moodle. Pourquoi s'intéresser à quelles sont les données nécessaires à la racine de Moodle? Parce qu'en fait, le RGPD vous impose que les données à caractère personnel soient collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et que ces données, elles doivent être adéquates, pertinentes et limitées. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû voir quelles étaient les finalités de Moodle et en fonction, quelles étaient les données nécessaires pour atteindre cette finalité. Donc les finalités, je pense qu'on a à peu près tous les mêmes ici. Enfin là, on n'a pas inventé l'eau chaude. Première finalité, c'est de permettre l'accès aux utilisateurs aux modules et contenus qui sont autorisés dans le cadre de son cursus universitaire ou sa mission au sein de l'établissement. Et deuxième finalité, qu'on puisse réaliser et suivre les réalisations pédagogiques. Donc là, les finalités sont simples. Pour atteindre cette finalité, les données nécessaires qu'on a identifiées, c'était nom, prénom, numéro d'étudiant pour les étudiants, adresse mail universitaire Lyon 3 ou pour les comptes manuels,
des adresses maîtres autres, si possible, des adresses mail institutionnelles, ça c'est le RSSI qui nous le dit, données de connexion, historique de production, réalisation de contenu des utilisateurs. Donc ça, c'était les données qui étaient nécessaires. Donc une fois qu'on a identifié ces données, ça on le fait sans s'intéresser du tout à Moodle, et ben on regarde ce qu'il y a dans Moodle et on se rend compte que dans le profil, il y a beaucoup d'autres données en fait. Il y a beaucoup d'autres données et on se rend compte que les étudiants saisissent ces champs vides. Et c'est un risque en fait parce que c'est des informations qui ne sont pas nécessaires forcément pour la pédagogie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé en fait nous de cacher ces champs non supplémentaires, centres d'intérêt, facultatifs. On les a cachés, donc ça c'est Olivier qui l'a fait au sein du service, en rajoutant une balise CSS supplémentaire pour cacher ces champs qui étaient dans le profil. Toujours, première étape, mais cette fois-ci du côté de Mahara, donc toujours on a dû chercher la finalité et les données nécessaires. Pour la finalité, on a mis toujours pareil l'accès de l'utilisateur à son e-portfolio et au contenu partagé avec lui. Deuxième finalité, permettre à l'utilisateur de bénéficier de droits d'édition et de publication sur son e-portfolio, afin de valoriser son parcours, etc. Données nécessaires, là on a mis le nom, les prénoms, toujours adresse mail, données de connexion, historique de l'édition des contenus. C'est tout ce qui est à la racine de Mahara. Donc pour le coup, dans Mahara, il y a presque moins de données que dans Moodle à la racine. Toutes les autres données qui sont communiquées dans Mahara sont du fait de l'utilisateur et pour le coup, en administrateur, on ne voit même pas ces données-là. Donc là, du coup, il y a moins de pression. L'étape 2 qu'on a faite, une fois qu'on a regardé quelles étaient les données nécessaires, on a dû mettre en place la procédure pour mettre en œuvre les droits des utilisateurs. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, la DPO voulait forcément que ça passe par elle, donc l'utilisateur va devoir saisir la DPO. Suite à cette saisine, la DPO va pouvoir refuser la demande de l'utilisateur, ce qu'elle va d'ailleurs faire assez souvent, et puis des fois, elle va nous contacter parce que, par exemple, il faut mettre en œuvre un droit, donc supprimer, il y a un droit d'opposition, si elle l'accepte. Dans ces cas-là, elle nous contactera, on le fera, on lui fera remonter que c'est fait, elle répondra à l'utilisateur. Donc ça, c'est ce qui est souhaité par la DPO. Donc ces droits, c'est lesquels? Donc vous avez plusieurs droits. Quand je vous disais que de nombreux droits seront refusés, c'est parce que objectivement, ils sont nécessaires pour accomplir notre mission, qui est de suivre les étudiants, de leur attribuer des notes, qu'ils fassent des exercices, etc. Donc du coup, le droit d'opposition, le droit d'accès, le droit de rectification et le droit à l'oubli auront rarement une réponse favorable. Pour le droit au consentement préalable, je vous l'ai dit, à la racine, pour nous, on ne sera pas concerné, on est dans le cadre d'une exception. Ça ne veut pas dire que les enseignants, dans le cadre de leur cours, suivant ce qu'ils font, le seront. Donc ce qui nous intéressait le plus au niveau du PAPN, c'était le droit à la portabilité. Donc on reviendra dessus après. Une fois qu'on a eu ça en tête, on s'est posé la première question, et d'ailleurs la plus difficile, c'est celle de la conservation des données. La conservation des données, c'est quelque chose de difficile puisqu'on vous demande de garder les données pour une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Là, on a deux options. Soit on dit qu'on a des données qui doivent être pendant une durée indépendante de celles qu'ont les données au même niveau dans le système d'information de l'université. C'est une première option. Là, deux questions se posent à ce moment-là, c'est quelle durée est nécessaire dans Moodle, quelle durée est nécessaire dans Mahara. On se rend assez vite compte que ce n'est pas les mêmes. Moodle, on peut se dire, allez, c'est l'année universitaire. Mahara, c'est un petit peu plus limite de laisser un an. Du coup, la question qui se pose par rapport à ça, surtout, c'est la purge. Puisque purger un compte, c'est bien. Purger un contenu, c'est mieux, à condition qu'on n'en ait plus besoin. Et là, c'est toute la difficulté, puisque c'est une information qui est souvent nécessaire, le lien entre l'utilisateur et son contenu pour la suite. Deuxième option, nous, c'est celle qui est retenue à l'université, c'est qu'il faut une gestion, enfin, nous, on a décidé, enfin nous, la DPO, a décidé que la gestion devait être similaire dans Moodle et Mahara que la durée de vie des comptes dans l'université au niveau du système d'information. Du coup, il y a quand même des difficultés à ce niveau-là. Le problème, c'est de savoir les règles de vie des comptes dans une université. Au niveau des étudiants, il n'y a pas trop de problèmes, on arrive à savoir. Pour les enseignants, c'est plus difficile. Et puis, du coup, ça nécessite une autre difficulté, c'est la communication entre les services. Puisqu'il va falloir communiquer entre les ressources humaines, les services scolarité,
les systèmes le service informatique, et puis nous, PAPN, pour pouvoir arriver en bout de course à faire ça. Donc très concrètement, ça c'est une étape qui n'est pas finie encore aujourd'hui et qui est du coup encore en cours et encore en grosse réflexion. Donc on est passé à l'étape 4 sur la portabilité. Je vous ai dit que c'était le droit le plus difficile à mettre en œuvre. La portabilité, concrètement normalement, c'est le fait que l'utilisateur, du moment qu'il utilise une plateforme ou autre chose, puisse demander l'export de ces données et que l'export de ces données soit transmis soit directement à une institution, soit à lui. Ça, c'est ce que nous disent les textes. Ce que prévoit Mahara, c'est qu'il est possible de demander son export à l'utilisateur. Donc ça, il n'y a pas de problème. Ce que prévoit Moodle, depuis la version 3.5, il y a un kit qui est dans le corps de Moodle, qui vous permet en fait de demander que l'utilisateur demande à Moodle un export de ses données. Il peut y avoir une validation du DPO. Et cet export est donc transmis directement à l'utilisateur. Donc on a commencé à regarder un petit peu comment ça fonctionnait, ces petits outils, pour pouvoir voir si ça pouvait correspondre à ce qu'on souhaitait ou pas. Donc on a fait plusieurs tests, je passe vite parce que le temps est très chronométré. Et du coup, qu'est-ce qu'on déduit de ces premiers tests? C'est qu'il y a d'abord, il faut réfléchir sur le temps d'export. Il faut faire attention parce qu'on a fait plusieurs tests et du coup, il faut savoir que le temps d'export va dépendre de la configuration du serveur, donc il va falloir un dimensionnement correct. Pour le coup, nous, avec nos utilisateurs, 20 gigas de RAM sur notre serveur prod, c'était suffisant, à condition qu'on ne lance pas tous les exports en même temps. Mais ça, nous, on n'aura pas le problème. Ensuite, le temps d'export va dépendre du volume des données de l'utilisateur à récupérer et des éléments interrogés. Donc ça, il faut le garder en tête. Là, ce que je vous ai mis ici, c'est un petit peu nous, ce qu'on voudrait atteindre et ce qu'on n'arrive pas forcément encore à atteindre aujourd'hui. On veut un outil non visible aux utilisateurs, puisque je vous ai dit que nous, il faut d'abord que la demande soit faite à la déléguée de la protection des données. Donc ça, c'est possible puisqu'on a caché le bloc aux utilisateurs. Donc ça marche aujourd'hui. La DPO fait la demande au super admin de Moodle et c'est lui qui se connecte sous le nom de l'utilisateur et qui lance l'export. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une fois que l'export est prêt, hop, ça envoie des notifications à l'utilisateur, téléchargez votre rapport. Donc déjà, ça ne repart pas directement la DPO, donc ça, c'est notre premier problème. Deuxième problème, c'est l'anonymisation du rapport. Donc là, a priori, il y a eu des évolutions, donc il faudra tester quand on aura changé de version. Mais pour le moment, il n'y avait pas d'anonymisation. Et puis, je m'étais quid de la présence des notes, puisque parfois, l'enseignant lui-même ne veut pas montrer ses notes. Et par ce biais-là, les étudiants pourraient les obtenir. Donc, communication du rapport anonymisé par la DPO, on va voir suivant les évolutions. Aujourd'hui, elle met du noir dessus, mais l'utilisateur, de toute façon, l'a déjà. L'étape 4, c'est la gestion du droit de la portabilité. Dans Mahara, très franchement, ça pose moins de problèmes, puisque là, l'utilisateur demande son export, le reçoit directement, mais comme c'est lui qui a saisi les informations, il n'y a pas de souci. Donc là, je me dépêche beaucoup, donc c'est toujours les mêmes soucis. Je voulais vous parler des cookies, il me reste 1 minute, donc c'est un petit peu chaud. Donc les cookies, en fait, il faut savoir qu'il y a des cookies dans Moodle et Mahara, que pour ces cookies, il y a très peu d'informations au niveau de la CNIL actuellement. Du coup, si vous regardez un petit peu la directive, vous vous rendez compte par contre que même s'il n'y a que des cookies d'authentification sur Moodle, il ne faut pas se dire qu'on est exonéré de la réglementation. La directive ne fait pas de différence suivant la finalité du cookie. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour tout cookie, il faut un consentement. Et ce que nous révèle notamment une affaire qui est en cours en ce moment, c'est que ce consentement, il doit être une démarche active. Donc en gros, il va falloir cocher une coche. Et la coche ne peut pas être précochée. Donc du coup, on a rédigé toutes les mentions légales. Donc là, je passe vite. Ensuite, donc, elles ont été validées par le service juridique. On a rédigé l'utilisation des cookies. On a ensuite implémenté toutes ces politiques sur Moodle. Comme on passe par Moodle pour Mahara, ça va très bien. Et là, du coup, on a bien le j'accepte, le suivant, etc. Bilan de tout ça en 1 minute, même pas 1 minute, c'est que du coup, il faut bien savoir que tous les aspects techniques dépendent du coup du contexte de l'infrastructure et du choix qui vont être faits pour gérer ces droits. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est l'importance du coup d'impliquer tous les acteurs dès le début, parce que si on regarde trop l'outil avant de savoir la procédure de fin, ça ne fonctionnera pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on se lance dans une mise en conformité de ces plateformes, le travail effectué va se faire sur une période relativement longue. On a mis 7 mois à fond, on va dire jusqu'en mars, depuis on a un peu levé le pied,
Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est toujours pas terminé. Donc du coup, toujours pas terminé à cause des difficultés liées au nettoyage. On se rend compte que nous, sur Moodle, aujourd'hui, pour donner quelques chiffres, on a 50 000 comptes Moodle, on a 36 000 comptes qui ne sont pas suspendus et on a 3 500 comptes pour lesquels les utilisateurs ne se sont jamais connectés. Maintenant, aujourd'hui, on doit tous y passer, donc pas de problème, on y va. Et je vais rester sur une note assez positive parce qu'on pouvait avoir certaines craintes à toucher les choses et notamment du retour des utilisateurs, notamment quand on voit sur Twitter la CNIL, un record de plaintes, etc. Donc savoir que nous, on a mis en place cette politique. Aujourd'hui, il y a déjà 23 000 utilisateurs qui ont validé cette politique, d'ailleurs très rapidement après sa mise en place. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a eu que 5 personnes qui ont contacté le support pour avoir des informations sur quel cookie précisément allait sur leur ordinateur, et une seule demande de portabilité de ces données. Mais là, je pense que c'est dû au fait qu'on est des étudiants en droit. Ça devait être pour tester un petit peu tout ça. Voilà, merci. Désolé. On avait pris un petit peu de retard dès le début, donc on s'est un petit peu étendu effectivement. On a démarré avec du retard. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Voilà, micro. Oui, bonjour, Bordonado Christophe, Université Côte d'Azur. J'ai 2 petites questions. La première, ce qui hérisse le plus le poil de mon DPO, c'est dans les rapports que l'enseignant peut avoir, il y a l'adresse IP de l'étudiant, et ça le rend fou. Est-ce que c'est pareil pour vous ou pas ? Pour l'adresse IP, alors l'adresse IP, il y a eu pas mal de débats, est-ce que c'est une donnée personnelle ou pas ? Et en l'occurrence, c'en est pas une. Donc non, ça ne dresse pas le poil. C'en est pas une parce que ça permet de... Et ça, il y a eu des décisions de justice qui ont été rendues là-dessus. C'en est pas une parce que ça permet d'identifier un outil, mais pas forcément l'utilisateur qui est derrière. Donc ça n'a pas été reconnu comme une donnée personnelle au sens juridique. Hein. D'accord, je lui dirai. Hein. Ouais, je pense que vous pouvez le rassurer. Seconde question, on a parlé de conservation des données. Ouais. On a aussi des obligations légales quant aux copies numériques, notamment liées aux devoirs. Est-ce que c'est pris en compte dans vos réflexions ? Alors c'est pris en compte et effectivement, par contre, sur la copie, pour le coup, les textes, il y a des dérogations. Dans les finalités nécessaires, tout ce qui est copie, justement parce qu'il y a une nécessité, là, il n'y a pas de problème pour garder ces éléments-là sur les serveurs. C'est une législation différente. C'est dans les mêmes textes, mais ce n'est pas les mêmes textes qui s'appliquent. Merci. D'autres questions ? Je vous ai gelé avec mes sujets affreux. Moi aussi, ça me gèle parfois. Mais bon. N'oubliez pas de voter sur l'application Klaxoon. Le code, il est affiché. Ah, je l'ai mis en tout petit, là. Enfin... GDF 2 fois P. Qui veut le micro ? C'est ça, ça affiche. Cette personne. Bon. Dans ce cas-là, on va vous remercier. Au pire, si vous êtes inspiré à un quelconque... on peut se voir n'importe quand. Hein. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce que ce genre de politique, de règles, d'accords, on ne peut pas les faire au niveau global avec les différents cas de figure en fait, au niveau de l'université ? Alors, à terme, le but, c'est d'arriver à ça. Mais la CNIL, aujourd'hui, nous impose de nous lancer dans la démarche. Elle a eu 1 année de tolérance. Elle commence à dire qu'à partir de janvier, elle va devenir moins tolérante. Et nous, la DPO, c'est pour ça que quand on est allé la voir, elle nous a dit qu'elle était obligée de commencer par faire un état des lieux des traitements dans l'université, ce qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Là, à ce stade, en fait, elle n'a pas encore fait l'intégralité de l'état des lieux. Du coup, le but, c'est de commencer à mettre quelque chose en place. La finalité, objectivement, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit mis au sein de l'université. Maintenant, je pense que c'est bien de s'en accaparer en amont, pour aussi qu'on puisse dire pourquoi on a des règles spécifiques et qu'elles doivent être prises en compte. Je parlais du nettoyage. Nous, ça nous a permis de nous mettre en lien avec les services informatiques et de leur faire comprendre aussi que nous, de supprimer un utilisateur, ça a des conséquences parce que derrière, on ne peut plus nettoyer les contenus de manière correcte, en fait. Donc, je pense que c'est bien quand même de se poser la question, même si on sait que c'est une étape transitoire. C'est pour ça que je disais que c'était toujours en cours à cause de ce nettoyage. Et puis, c'est vrai que la volonté, à terme, c'est que ce soit fait au niveau universitaire.
Oui, donc moi c'était juste pour être sûr que le diaporama sera déposé parce Oui, que c'est super intéressant. La fin, j'ai bien sécurisé. Oui, la hein. fin est allée super vite, mais on est intéressé vraiment de l'avoir. Aucun souci, je le mettrai sur le cours Moodle. Ok, une dernière question et après on changera d'atelier. Oui, bonjour, John Bonjour. Pierrel, Université de Franche-Comté. Voilà, je voulais vous poser une question par rapport aux différents droits issus du RGPD. Pourquoi vous avez écarté dans votre présentation les parties concernées par le droit à l'oubli, le droit à la rectification? Vous êtes uniquement concentré sur le droit à la portabilité? Alors, on s'est surtout concentré sur le droit à la portabilité parce que c'est le droit le plus difficile à mettre en œuvre. Les autres, très franchement, déjà très souvent, alors le droit à l'oubli, effectivement, il faudra voir comment ça se gère. A priori, il n'y a pas trop de problème parce que nous, les informations ne remontent pas dans Google et tout ça, donc on n'aura pas ce problème-là. Et puis au sein de la plateforme, une fois qu'on aura vraiment tout nettoyé, de toute façon, il sera oublié. Donc au pire, on peut purger tout ce qui existe sur lui. Et dans ces cas-là, le droit à oubli s'applique. Donc, ce n'était pas une vraie difficulté technique. Donc, du moment que la DPO nous fera ce retour-là, qu'il faut mettre en œuvre ces droits, on n'aura pas de souci. Après, pour les autres droits, on a eu un échange avec la DPO et c'est vrai qu'elle pense qu'il y a beaucoup d'informations quand même qui sont nécessaires pour remplir notre mission, la mission des universités, et que du coup, elle refusera ces demandes de mise en œuvre de droits. Donc après, on verra un petit peu au cas par cas, on ira chercher dans les bases de données, on fera ce qu'il faut, mais a priori, elle nous a dit qu'il n'y aura pas de souci. Alors là, les propos que j'ai tenus, c'est vraiment sur Moodle et Mahara, la racine. Ce qui est fait dans les cours quand un prof fait un quiz et demande plein d'informations personnelles, c'est au prof de faire sa déclaration de traitement, enfin, de tenir son registre de traitement et de faire sa fiche. On n'en est pas à cette phase-là. Mais ça, j'ai envie de dire que ce n'est pas le problème des services TIS. Il faudra juste qu'on les sensibilise à ce moment-là, en fait. Pas d'autres questions? Eh bien, on a droit à la pause. Merci beaucoup. Merci Valérie. On peut l'applaudir. Merci.